Signature d'accord entre Harare et Bruxelles. Le document porte sur les droits et obligations de la mission de l'UE lors des prochaines élections. Plusieurs organisations civiles ont manifesté au Nigeria. Elles dénoncent les violences ayant eu lieu dans le pays ces 2 dernières années. Puis menace islamiste sur le nord du Mozambique. À l'origine, une série d'attaques armées menées par un groupe de musulmans radicaux. Merci de préférer Sika TV pour vous informer. Bienvenue à toutes et à tous. On démarre cette édition par une note du Zimbabwe. Harare et Bruxelles se sont entendus sur les droits et obligations de la mission de l'Union européenne lors des prochaines élections. L'ambassadeur de l'Union européenne et le ministre des Affaires étrangères du pays ont en effet signé un protocole d'accord pour la mission d'observation électorale. Reportage. Le nouveau régime zimbabwéen qui tente de renouer avec l'Occident a invité la communauté internationale, dont l'Union européenne et le Commonwealth, à venir observer les élections de 2018. Lundi, Harare et Bruxelles se sont donc accordés sur les droits et obligations de la mission de l'UE au cours de ces scrutins prévus pour le mois de juillet. Il s'agit en effet d'une étape importante dans l'ensemble des mesures qui ont été prises pour renforcer la confiance dans le processus électoral à venir. Nous sommes très heureux d'avoir pu signer ce mémorandum d'accord qui nous permettra maintenant de mobiliser la mission d'observation électorale dès que possible. Le désir de la nouvelle administration est d'avoir un processus électoral transparent en invitant différents observateurs électoraux afin qu'ils puissent venir observer au moins la démocratie en action. La dernière mission électorale de l'UE au Zimbabwe remonte à 2002. Ces élections seront les toutes premières organisées depuis la démission en novembre de Robert Mugabe, contraint de quitter le pouvoir sous la pression de l'armée, de la rue et de son parti, la ZANU-PF, après 37 ans au pouvoir. Au Nigeria, le président Muhammadu Buhari a annoncé ce mardi qu'il allait approuver une loi abaissant l'âge minimum pour être candidat à un mandat politique. Ce faisant, il ouvre ainsi la voie à des candidats plus jeunes aux élections générales prévues pour 2019. Voici les détails. Dans les jours à venir, de nombreux jeunes Nigériens prometteurs se joindront à moi pour la signature de la loi pas trop jeune pour être candidat. Ainsi s'exprimait le chef de l'État Muhammadu Buhari dans un discours prononcé à l'occasion du jour de la démocratie célébré tous les ans dans le pays. Votée par les 2 chambres du Parlement l'année dernière, cette loi a ensuite été conformément à la Constitution approuvée par les 2 tiers des assemblées législatives des États. L'assentiment du chef de l'État est la dernière étape du processus. Le test prévoit l'abaissement de 40 à 35 ans de l'âge minimal requis pour être candidat à l'élection présidentielle et de 35 à 30 ans pour briguer un mandat sénatorial ou de gouverneur. Les membres de l'Assemblée nationale et des assemblées des États devront avoir au minimum 25 ans. La loi vise à encourager la participation des jeunes à la vie politique dans un pays où plus de la moitié des quelques 180 millions d'habitants a moins de 30 ans. À 75 ans, le président nigérien Muhammadu Buhari espère être réélu pour un 2e mandat de 4 ans à la présidentielle de février 2019, la 6e à se tenir depuis le retour à un régime civil en mai 1999. On reste au Nigeria. Les membres de diverses organisations civiles se sont réunis dans le parc Unity Fountain à Abuja. Ils ont manifesté contre la réponse du gouvernement face aux violences ayant eu lieu à travers le pays au cours des 2 dernières années, faisant environ 24 000 morts. Suivez quelques manifestants pour plus de précisions. Well, there's no problem with the police, but like you will have noticed, the police have suddenly... Il n'y a pas de problème avec la police. Mais comme vous l'avez peut-être remarqué, la police nigériane a mené une évaluation de sécurité. Et ils pensent maintenant que Unity Fountain
est une menace pour la sécurité, au lieu d'aller à Benue, Kaduna, Taraba et Zamfara, où 40 personnes ont été tuées hier. Et ils ont pratiquement transformé Unity Fontaine en caserne de police. C'est déplorable. Going to even Zamfara, where 40 people were killed yesterday, and they practically almost turned Unity Fountain to a police barrack. It's about everyday Nigerians that have died. Il s'agit de Nigériens ordinaires qui sont morts à la suite de meurtres violents dans notre pays au cours des dernières années. Au cours du premier trimestre de cette année seulement, nous avons perdu 4000 personnes et elles n'ont pas été reconnues comme il se doit par notre gouvernement. Ce ne sont que des chiffres. And they've not been properly acknowledged by our government, and they've been just called numbers. According to the Nigerian Security Tracker, which is a project of the Council for Foreign... Selon le Nigerian Security Tracker, qui est un projet de conseil pour les relations étrangères, en moyenne, 1 millier de Nigériens perdent la vie chaque mois à travers le pays. Et ça, à cause des violences. Un constat qui remonte à janvier 2016. Si l'on additionne ce chiffre depuis 2016, cela signifie que 24 000 Nigériens ont perdu la vie. C'est effroyable. Since January 2016. Now, if you put this figure together, that's what you're talking about. In 2 years, over 24,000 Nigerian lives have been. Direction l'université Gaston Berger de Saint-Louis, d'où est partie la contestation des étudiants au Sénégal et où a été tué Fallou Séné. L'étudiant et ses camarades réclamaient le paiement de leur bourse. Sa mort continue de mobiliser la jeunesse sénégalaise. Ses camarades sont d'ailleurs toujours en grève illimitée. Ces contestations ont mis à jour les difficultés qui prévalent dans les universités sénégalaises, notamment les mauvaises conditions dans lesquelles vivent les étudiants. On fait le point à travers ce élément. Rokaya vit dans cette pièce de 10 mètres carrés avec 3 de ses camarades de classe. Cette chambre, elle les sert de dortoir, de salon, mais aussi de cuisine, une condition proche du dénouement dans laquelle elles vivent et étudient. Avec les matelas qu'on superpose et qu'on fait descendre la nuit, et en même temps, on veut cuisiner, on veut tout faire dans cette chambre-là et travailler. Vous voyez, la table là, c'est pour au moins 3 personnes. La chaise, souvent, on est obligé. Moi, je reste sur le lit pour travailler souvent, ou bien je sors. Autre précarité de l'air quotidien, c'est les problèmes d'eau. Un seul robinet alimente tous les bâtiments. Rokaya remplit 2 seaux d'eau par jour pour son usage quotidien. Mais très souvent, l'eau ne coule pas. Il n'y a pas d'eau encore. Oh là là. Ça devient encore plus compliqué aujourd'hui, franchement. Là, on est obligé d'aller puiser de l'eau au réservoir. Bon, s'il n'y en a pas là-bas, aller dans le village environnant ou bien acheter de l'eau. Le manque de logement à l'université pousse certains étudiants à trouver un logement en dehors du campus. Abdou est membre d'une association qui les aide à trouver un logement comme cette maison à une centaine de mètres de l'université. Ici, 12 personnes vivent. Ils cotisent 2 000 francs CFA par mois. Le reste des frais est cherché ailleurs et souvent difficilement. Maintenant, la recherche de fonds, quand même, parfois c'est compliqué. Nous courons derrière les ONG, derrière les autorités politiques, les maires, les hommes de bonne de la localité. Et des fois, nous sommes confrontés à ces problèmes-là, de prendre en charge en quelque sorte la question de l'électricité, de l'eau et même du paiement. À l'université Gaston Berger de Saint-Louis, c'est le calme qui règne en ces moments sur les campus. Les étudiants en grève illimitée sont rentrés en famille. Difficile de rester ici dans des conditions de surpeuplement pendant ces moments de grève. Les autorités sont en train de construire de nouveaux bâtiments pour améliorer les conditions de logement des 10 000 étudiants qui peuplent les amphithéâtres. Jusqu'en octobre dernier, le Mozambique n'apparaissait pas sur la carte mondiale de la menace djihadiste. Mais depuis, une série d'attaques armées menées par un groupe de musulmans radicaux fait souffler un vent d'inquiétude sur l'extrême nord de ce pays. Reportage. Ce tas de gravats était une mosquée avant que le gouvernement n'ordonne sa destruction. Dans ce quartier de Mocimboa da Praia, tout au nord du Mozambique, des jeunes y pratiquaient depuis quelques années une version radicale de l'islam. Dans la nuit du 4 au 5 octobre dernier, une trentaine d'entre eux ont pris d'assaut un poste de police et une garnison de l'armée. 2 policiers ont trouvé la mort et dans la riposte, une dizaine d'assaillants ont été tués. À Mocimboa, l'incompréhension règne. Avant, ils étaient comme nous, ils priaient comme nous. Il a suffi qu'ils regardent ces cassettes de Somalie pour commencer à se faire appeler les Al-Shabaab du Mozambique.
Cette première opération djihadiste a provoqué un coup de tonnerre dans un pays encore meurtri par une longue guerre civile. D'après les autorités, aucun lien avec les Chebabs de Somalie ou tout autre groupe djihadiste n'est avéré. Il est en revanche établi que certains de ces jeunes se rendaient régulièrement en Tanzanie, au Soudan, en Somalie, où ils se seraient radicalisés. De leur côté, les chefs religieux se sentent coupables d'avoir laissé faire. Beaucoup de gens se sont fait avoir. Ils ont eu beaucoup de temps pour s'implanter. Au début, on a donné l'alerte, mais on n'a pas pu les faire interdire. On savait. Beaucoup de musulmans se sont laissés séduire par le discours de ces Al-Shabaab dans cette région délaissée et défavorisée. Ils interdisaient ainsi à leurs enfants d'aller à l'école, à leurs fidèles de voter et ils appelaient à combattre l'État et ses institutions. Après les attaques, les autorités ont mené un gigantesque coup de filet. 300 personnes ont été arrêtées et interrogées. Ces événements nous ont pris par surprise. Mais nous contrôlons la situation et maintenant tout va bien. La vie est revenue à la normale. L'armée a levé ses barrages à Mosimboa, mais pas dans les villages alentours. De l'aveu même des autorités, les routes restent sous la menace des rescapés du groupe qui se seraient réfugiés dans la forêt. Les villageois vivent dans la peur. Plusieurs d'entre eux, comme Momadi, font état d'attaques et de kidnapping. Ma femme a été enlevée alors qu'on était en train de fuir. Ensuite, ils m'ont tiré dessus, 2 fois. Je l'ai échappé belle. Les autorités affirment ne pas être au courant de ces enlèvements. De manière générale, le gouvernement préfère minimiser l'ampleur du problème dans une région riche en hydrocarbures et stratégique pour l'économie du Mozambique. Puis l'ex-ambassadeur du Mali en France s'est dit vraiment fier de Mamoudou Gassama. Il s'agit du jeune Malien devenu héros en France après avoir sauvé la vie d'un enfant ce week-end. Voici les précisions. Devant le consulat du Mali de Bagnolet, Cheikh Mouktari Diarra, l'ex-ambassadeur du Mali en France, se réjouit de l'image que Mamoudou Gassama, qui a sauvé un enfant, donne de son pays. Il a vu un jeune en position difficile. Il n'était pas le seul à l'avoir vu en position difficile, mais c'est son fond malien qui l'a poussé à dire « Je risque ma vie, mais ce petit, je ferai tout pour le sauver ». Exactement. Les Maliens ont également réagi à l'exploit héroïque de Mamoudou Gassama. Nous sommes vraiment très fiers de notre compatriote Mamoudou Gassama, qui est l'un des personnes qui a sauvé aussi la vie des Français en France. Il n'est pas la seule personne. On a vu le cas de Lassana. Et puis aujourd'hui, on voit Mamoudou aussi. On ne souhaite pas encore des drames, mais il faut savoir que la France pourrait savoir que et mieux comprendre que le Mali, les Maliens sont à côté des Français dans toutes les circonstances. Par ailleurs, les associations d'aide aux migrants en France ont dénoncé ce lundi l'hypocrisie et la récupération politique éhontée de la naturalisation de Mamoudou Gassama, qui masque mal, selon elle, la dureté de la politique migratoire du gouvernement. À l'Assemblée nationale, la nouvelle suscite des réactions contrastées. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a un décalage profond entre la loi qui vient de faire voter sur l'asile et l'immigration et cette mini-récupération d'un acte héroïque. Donc évidemment, je comprends très bien qu'il soit prompt à l'accueillir ce matin à l'Élysée et qu'il le naturalise. Mais j'aimerais qu'il prenne conscience du fait qu'au-delà de Spider-Man, il y a d'autres dizaines, centaines, milliers de héros potentiels et qu'il faut aussi prendre conscience de leur sort. Migrant et sans papier de 22 ans, Mamoudou Gassama a posé un acte de bravoure et de vaillance en escaladant la façade d'un immeuble parisien pour sauver un enfant de 4 ans suspendu à une balustrade au 4e étage. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Au revoir.